dot en vue des mariages, c'est interdit en Côte d'Ivoire, oui, depuis 1964. Et pourtant, les cérémonies de dot ont cours au vu et au su de tous. On en parle ce soir. La monarchie officiellement abolie en Éthiopie, c'était le 22 mars 1975. C'est votre éphéméride et ce sera en fin de journal. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. La dot, étape clé dans le mariage traditionnel, consiste pour le fiancé à verser des biens matériels et financiers à la famille de l'heureuse élue pour officialiser leur union. Doter une femme, c'est interdit par la législation ivoirienne. Cette disposition du Code de la famille date de 1964. La transgresser vous met sous le coup d'une amende et éventuellement d'une peine de prison. Que vaut cette disposition face à cette pratique qui tire son origine de nos traditions? Les populations se prononcent dans ce reportage signé Dangui Dangui. Des femmes dans une usine de transformation artisanale de manioc à Anna, village situé à quelques kilomètres de la commune de Bingerville, dans le district d'Abidjan. Au nom de l'honneur de la femme et du respect de la coutume, aucune d'entre elles ne veut entendre parler de la loi numéro 64-381 du 7 octobre 1964, interdisant la dot, réputée un fait clé dans le mariage traditionnel. Si tu fais dot là, donc la femme aussi respecte le garçon aussi respecte la femme. On doit laisser, on ne se plaint pas, on doit laisser. Maintenant, si tu veux marier femme là, il faut que ce que les parents demandent là, tu vas payer. Comme de nombreuses jeunes filles du village, cette dame se prépare à faire sa dot dans quelques mois. Nos papas ont doté nos mamans. Mais pourquoi pas nous? Il faut forcément qu'on me dote. Parce que ça a été toujours comme ça, donc pourquoi supprimer maintenant? C'est quelque chose, on est venu trouver nos ancêtres. C'est comme une prière, si on t'a doté, la famille te bénit devant ta génération, bien tes camarades, on t'a doté, tu es fier de toi-même. Ces femmes ne souhaitent pas l'interdiction de la dot, élément fondamental du mariage traditionnel en Côte d'Ivoire. Elles peuvent compter sur le soutien de certains hommes. Il faut des lois, mais seulement ce que nous demandons, la souplesse de cette loi qui doit être revue en adaptation de nos réalités sur le terrain, sur le plan social. Il est impossible de vivre dans une loi qui, pour un mariage, abolit tout simplement et purement la dot. Respectueux de la tradition et des lois qui régissent la vie en communauté, l'honorable Tefou Koné plaide pour une meilleure adaptation de la loi sur la dot à l'environnement socio-culturel ivoirien. Il est bon, s'il n'y a pas d'autres exigences au plan international, de tenir compte vraiment des mœurs de notre société et puis carrément supprimer cette loi, parce qu'une loi qui n'est pas appliquée, c'est une loi qui dort. Et à tout moment, une loi qui dort, on peut la réveiller. Au palais de justice du Plateau, les hommes de la loi que nous avons rencontrés n'ont pas souhaité commenter cette loi de 1964 interdisant la dot et qui n'est toujours pas respectée. Même si elle n'a jamais connu d'application effective, selon un juriste, la loi interdisant la dot, qui consiste dans le versement au profit de la personne ayant autorité sur la future épouse par le futur époux, peut être invoquée à tout moment pour punir les contrevenants. On s'intéresse à présent à cette rencontre internationale Tree for Africa 2018. Elle a eu lieu ici à Abidjan. 40 chercheurs ont échangé sur la contribution de l'innovation technologique dans le développement des États africains. Nous Sangaré et Parga se reconnaissent. Considérée comme un accélérateur de croissance, l'innovation technologique est un maillon indispensable pour le développement de tout pays. Nous sommes désormais dans un monde d'économie de la connaissance et c'est dans la chaîne de valeur créée qu'il y a de la valeur. Celui ou la personne ou le pays qui se situe seulement au niveau de la matière première ne bénéficie pas autant que le pays ou bien les pays qui sont plutôt au niveau de la création de valeur ajoutée. Donc le but de l'innovation, c'est de permettre à la Côte d'Ivoire de ne plus se contenter seulement de la matière première, mais vraiment de créer de la valeur. Vu son importance, 40 chercheurs venus de divers horizons réunis à Abidjan pour plancher sur son apport dans le développement des États africains.
La solution au problème, c'est que les pays africains ou les pays en développement devraient avoir un renforcement de patrimoine technologique, culturel, pour que les recherches scientifiques connaissent un boom. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre en dehors de cette évolution technologique. Donc il est important que nous soyons ici pour encourager ce développement parce que nous avons besoin de ces innovations pour permettre à tout un chacun d'être au fait des potentialités du pays. Cette rencontre internationale intitulée Technology, Art and Education and Economy, Tree for Africa 2018 est une conférence interdisciplinaire qui encourage la recherche empirique et la création de modèles mathématiques pour un développement durable des États africains. Elle prendra fin ce jeudi 22 mars. Et en bref, pour clore le volet national, cette marche de l'opposition dispersée ce jeudi à coups de lacrymogène à Djamé, place des Martyrs. La marche n'était pas autorisée. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS entendait protester contre l'organisation des élections sénatoriales du 24 mars prochain. Même motivation du côté des 20 partis politiques dont le FPI de Pascal Afine-Guessant, le RPP et le COGEP qui ont, eux, déposé une résolution au siège de la CEI. L'opposition réclame aussi la réforme de la commission électorale indépendante. La Finlande, championne du monde du bonheur, cette médaille d'or de la félicité, la Finlande la doit avant tout aux critères retenus par l'ONU, qualité des institutions et système de soins performants, horaires de travail flexibles, etc. L'on note aussi une chute spectaculaire des suicides, peut-être un peu grâce au sauna. On écoute une réaction. On a un équilibre de vie entre le boulot et le perso, où les gens ont fini de bosser entre 4-5 heures, ce qui nous laisse encore du temps de faire des choses pour nous et pour passer du temps avec la famille. Ils vivent sur la zone d'aménagement différé de Notre-Dame-des-Landes en France. Cette zone faisait partie d'un ex-projet d'aéroport. Dans tous les cas, la ZAD sera évacuée. Seuls pourront rester ceux qui ont un projet agricole dans un cadre légal. Depuis un an, elle vend sur les marchés des plantes aromatiques cultivées sur la ZAD. Installée sans droit ni titre, Virginie a pourtant choisi de déclarer son activité à la MSA, la Sécurité sociale des agriculteurs. On a besoin d'un statut pour aller vendre au marché. En fait, on a besoin d'un papier qui dit qu'on est agriculteur pour aller vendre au marché. Mais par contre, en interne, on est aussi un facteur de division. On est une faiblesse sur laquelle le gouvernement peut s'appuyer pour diviser. Bon, là, jusqu'à présent, il n'a pas réussi. Ouais. Car Virginie fait figure d'exception dans le bocage. Le 17 janvier dernier, le gouvernement annonce l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et fixe ses conditions aux zadistes. Seuls pourront rester ceux qui auront un projet agricole inscrit dans un cadre légal. Une sélection que refuse la majorité des habitants de la ZAD. Si moi je rentre dans les critères, je ne vais pas rester alors que les copains partent, quoi, tu vois. Il y a vraiment ce truc de... on est un mouvement qui est soudé, et qu'en fait, au sein du mouvement, on a des statuts qui sont différents, qui peuvent être perçus comme... on pourrait percevoir le truc de se dire, il y a les bons et les méchants zadistes, mais en fait, l'abandon, c'est une victoire pour tout le monde, et ça sera pas que pour ceux qui rentrent dans les cases, quoi. Comme Virginie et Lucas, plusieurs producteurs de la ZAD n'excluent pas la mise en conformité. Sarah est bergère non déclarée, mais pour elle, l'essentiel ne se résume pas à des démarches administratives. Trouver une forme de légalisation pour nos vies, ça ne veut pas dire recalquer des normes qui balayeraient tout ce qu'on a inventé ici. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on trouve une manière de reconnaître aussi ce qui s'est inventé ici, plein de créativité qui vient répondre à des enjeux de société, à des enjeux aussi de développement agricole. Pour l'heure, les habitants de la ZAD sont exclus par l'État des discussions sur l'avenir agricole des terres. Un avenir qui sera étudié à partir de lundi par un comité de pilotage mis en place par la préfecture.
La monarchie officiellement abolie en Éthiopie, c'était le 22 mars 1975. Un an auparavant, le régime de Haïlé Sélassié était remplacé par la République démocratique d'Éthiopie. C'est votre éphéméride avec Ami Koulibaly. La contestation à l'endroit de Haïlé Sélassié, empereur de l'Éthiopie depuis 1930, s'accentue en 1974. Le ressentiment contre la situation économique et une sécheresse qui dévaste le nord du pays depuis quelques années s'exprime au cours de plusieurs grèves et manifestations. Un comité de coordination des forces armées s'organise et renverse le Négus au mois de septembre. Le prince héritier Asfa Hussein est proclamé roi, mais il n'exercera aucun pouvoir. Le 12 septembre 1974, le Négus est renversé par le DERG, comité militaire administratif provisoire. Le prince héritier Asfa Hussein est proclamé empereur. Le prince dénonce le massacre le 23 novembre de 60 hauts fonctionnaires. Le DERG révoque sa nomination. Le 30 novembre, le DERG annonce avoir trouvé une lettre signée par Haïlé Sélassié autorisant le transfert de la fortune de sa famille estimée à plus de 1 milliard de dollars vers les fonds gouvernementaux venant en aide aux victimes de la famine et de la sécheresse. Le 20 décembre 1974, Mengistu proclame le socialisme éthiopien. Le nom officiel du DERG, précédemment Comité militaire administratif provisoire, devient Gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste. Le 1er janvier 1975, la nationalisation de toutes les banques et compagnies d'assurance est annoncée. Le 4 mars 1975, la proclamation du DERG annonce une vaste réforme agraire incluant la nationalisation des terres rurales. La réforme agraire est suivie d'une réforme foncière urbaine. Le gouvernement saisit toutes les propriétés louées non occupées par les propriétaires. L'université d'Addis Abeba et des écoles secondaires sont fermées. 50 000 étudiants sont envoyés en Zemecha. La monarchie éthiopienne sera finalement abolie en mars 1975, quelques mois avant la mort de Sélassié en prison le 27 août. Sous le général Teferi Benti, l'Éthiopie effectue un virage à gauche, adoptant des réformes sociales et procédant à des nationalisations de terres. L'économie du pays reste néanmoins préoccupante, tout comme la poursuite des combats qui opposent l'armée aux autonomistes dans la province de l'Érythrée. Les successeurs d'Haïlé Sélassié n'ont pas attendu son arrestation pour porter à la connaissance du peuple éthiopien le contenu de son testament. Les militaires sont parvenus à obtenir le consensus national dans leur longue et prudente marche vers le pouvoir. Champion des non-alignés, Haïlé Sélassié était parvenu, tant bien que mal, à préserver l'unité de son royaume contre les convoitises de ses voisins du sud et du nord, le Soudan et la Somalie, qui soufflaient sur ses dissidences. La vieillesse et l'usure avaient vaincu l'esprit de réforme. Isolé, mal conseillé, fermant les yeux sur les privilèges et l'injustice, ayant amassé une grande fortune, le vieux Négus ne voyait plus son pays craquer. La sécheresse, la famine, la mort atroce de 100 000 de ses sujets ont déclenché la révolte qui devait l'emporter. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.